Bonjour, dans cette vidéo je vais te faire une lecture détaillée du sujet de bac spécialité physique-chimie Asie 2024 jour 2 qui est tombé le 11 juin 2024. Je vais t'expliquer comment répondre à chaque question, te donner la solution. Je te conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de résoudre toi-même d'abord ce sujet et d'utiliser la vidéo pour vérifier ton travail ou si tu es bloqué. Je précise que je ne vais pas tout rédiger, mais je vais t'expliquer comment répondre. Tu trouveras le lien vers le sujet sur Labo Lycée ainsi que les liens vers des parties de cours en vidéo sous la description de cette vidéo. On commence par l'exercice 1, tissage d'une voile de bateau sur 11 points. Alors ici, il va être clairement question d'optique, de diffraction et d'interférence. Alors la première question, on te demande d'exprimer le champ angulaire θ en fonction de A et dm. C'est-à-dire qu'on regarde, on te dit ici, qu'on regarde d'abord la trame du tissage et qu'on se focalise sur un des fils et qu'on essaye de distinguer à l'œil nu ce fil. Donc on te donne le champ angulaire, le pouvoir séparateur qui est le plus petit angle qui permet de distinguer deux points à l'œil nu avec une distance minimale d'observation qui est ici. Et donc on te demande d'exprimer le champ angulaire θA, c'est-à-dire quand on remplace AB, l'objet AB ici, par le fil de diamètre A qui est de 10 micromètres. On va utiliser les connaissances de trigonométrie. La tangente θA sera égale à A sur dm, puisqu'on a remplacé l'objet AB par le fil de diamètre A. Donc ici, c'est vos petits a. La distance D, en fait, on est à la distance minimale d'observation dm. Donc on a θ égale A sur dm. On précise dans le sujet, ici, qu'on se place dans l'approximation des petits angles, c'est-à-dire que tangente θA sera approximativement égale à θA. On va donc avoir θA qui sera égal à A sur dm. La question 2, on te demande d'évaluer θA. Bon, on va faire le calcul. On te dit ici que A vaut 10 micromètres, dm 0,25 mètres. Donc tu fais attention dans les unités, il faut tout mettre en mètres. Pour avoir un résultat en radians, on doit trouver en arrondissant 4,10-5 radians. Question 3, justifier que l'observateur ne peut pas distinguer l'épaisseur des fils à l'œil nu. Donc on te dit que le pouvoir séparateur, donc l'angle minimal de vision qui permet de distinguer deux objets, ça va être 3,10-4 radians. Donc on voit très bien que θ est plus petit que le pouvoir séparateur, donc on ne peut pas distinguer l'épaisseur des fils à l'œil nu. Ensuite, on te dit qu'on va utiliser une loupe, on t'explique un peu le principe de la loupe, à bien lire pour bien comprendre. À l'aide du document 3, page 3, montrer que le champ angulaire θ'A sous lequel l'observateur voit un fil de diamètre A à travers la loupe est relié à la distance focale f' par cette relation. Donc, voici le schéma. Donc là, on a l'objet AB. L'objet AB, c'est le fil, toujours. Donc ici, AB, ça vaudra une taille de A. Il a été reprojeté ici, donc pour qu'on puisse à nouveau utiliser le triangle et la relation avec la tangente. Donc on va avoir tangente θ', d'après ce schéma, qui va être égale à OI sur OF'. La longueur OI sur la longueur OF'. Et évidemment, dans l'approximation des petits angles, on a toujours tangente θ' qui est approximativement égale à θ'. Donc on a juste à remplacer. OI, on a dit que c'était A, la taille du fil. OF', c'est la distance focale qui est notée f', donc on va retrouver θ'A, puisque c'est A qu'on mesure, égale A sur f'. En déduire que l'observateur peut distinguer l'épaisseur des fils lorsque f' est inférieur à A sur epsilon. Donc on a θ'a qui est égal à A sur f', et on veut que, en fait, pour pouvoir le distinguer, que ce soit plus grand que le pouvoir résolution. Donc A sur f' doit être plus grand que epsilon. Et donc on va retrouver, en inversant la position de epsilon et de f', que A sur epsilon est bien plus grand que f', ou que f' doit être plus petit que A sur epsilon, ce qui est indiqué ici et ce qu'on veut montrer. Indiqué en justifiant là où les loupes qui permettent de distinguer l'épaisseur des fils, si on fait le calcul de A et en remplaçant A et epsilon par leur valeur, on va trouver f' plus petit que 0,033, donc c'est-à-dire plus petit que j'ai oublié de mettre le mètre ici, donc 0,033 mètres, plus petit que 3,3 cm. Et si on regarde les trois loupes qu'on nous propose, la seule qui conviendra, ce sera la loupe de focale 2,5 cm. Ensuite, on fait une analyse par interférence, on projette un laser sur le même voile qui est utilisé pour l'écran. On a un petit rappel sur la fente du Young, histoire de bien comprendre comment ça va fonctionner à ce niveau-là. Indiqué en justifiant la nature des interférences constructives ou destructives au point A et B repérés sur la figure de document 5. Donc on a effectivement une tache lumineuse
en A, ce qui va correspondre à des interférences constructives, une tache sombre en B, donc des interférences destructives. Donc on te donne quelques rappels. On sait que ici on va mesurer l'espacement B au niveau de la trame et non plus la taille du fil. On te dit que la différence de chemin optique entre les deux rayons au point M, par exemple, le point M est proportionnel à sa position sur l'écran, avec un facteur donc dépend de petit b de la taille de l'espace entre les fils et de grand D la distance qui est ici. Donc petit x, c'est en gros l'abscisse, c'est-à-dire la position de la tâche sur l'écran à partir du centre de l'écran. Alors, on vous demande de rappeler la définition de l'interfrange I et de l'illustrer par un schéma. Donc l'interfrange petit i, c'est la distance entre les milieux de deux franges brillantes consécutives. C'est une définition à connaître, elle est là, illustrée par un schéma. On fait un petit schéma de deux franges brillantes et la distance entre les centres. Je ne vais pas le refaire, c'est pas compliqué. Ensuite, rappelez la condition sur la différence du chemin optique pour observer des interférences constructives. Effectivement, il faut que la différence de chemin optique soit proportionnelle à la longueur d'onde du faisceau lumineux, donc égale à k fois lambda, pour qu'on puisse avoir des interférences constructives. C'est une question de cours toute simple. Montrez que la relation liant l'interfrange I et l'espacement B est I égale grand D sur B fois lambda. Donc ça, c'est une démonstration de cours qui est dans le programme, qui est exigible dans le programme. Donc il faut savoir la refaire. Si tu veux voir plus en détail, j'ai fait une vidéo dans laquelle cette démonstration est. Le lien de cette vidéo se trouve dans la description sous la vidéo. Donc je t'explique rapidement comment on fait. On nous donne cette formule-là. La différence de marge, c'est B sur D fois XK. Le K correspondant à le numéro d'une des franges brillantes. D'après la définition d'une interférence constructive, donc pour une frange brillante, on va avoir delta qui sera aussi égal à k fois lambda. Donc ça veut dire que les positions des centres des franges brillantes sont k fois lambda fois d sur b. D'accord ? J'ai utilisé cette formule, le d est passé de l'autre côté, le b est passé de l'autre côté pour que j'ai la valeur de xk. Si on veut la distance entre deux franges brillantes, entre le centre des deux franges brillantes, eh bien, on va regarder la distance qu'il y a entre la position d'une frange brillante et de la suivante. Donc, je prends xk plus 1, quel que soit k, et moins xk. Donc, I égale xk plus 1 moins xk. Je remplace xk plus 1 et xk en utilisant la formule que je viens de trouver là-haut. Et en simplifiant, on trouve I égale lambda d sur b. On retrouve bien ce qui est ici. Voici la figure d'interférence obtenue avec une portion du voile. Donc on nous donne la distance D, l'incertitude sur la distance, la longueur d'onde, l'incertitude sur la longueur d'onde, et en fait on va chercher à trouver B et U de B. Déterminer la valeur de l'interfrange I, la figure d'interférence du document 6, page 6, avec le plus de précision possible. Expliquer la méthode employée. Donc soit la règle graduée personnelle ou la règle insérée dans la figure. Donc là c'est à vérifier. Normalement c'est censé être à la même échelle, c'est-à-dire qu'on a la règle graduée correspond exactement à ça, donc c'est à vérifier. Maintenant, en termes d'impression de documents, il y a des fois des variations en termes de légers écarts, donc c'est à vérifier si votre règle graduée correspond bien à cette échelle-là. Donc quand moi je l'ai fait, ça correspondait à peu près, donc j'ai utilisé ma règle graduée que j'ai juste posée. Alors pour avoir plus de précision possible, en fait, il faut chercher à mesurer le plus d'interfranges possible. Ici, on va partir de là, le centre de cette frange brillante, jusqu'au centre de cette autre frange brillante. Et donc, on a 1, 2, 3, 4 interfranges. D'accord ? Il y a 5 tâches, mais il n'y a que 4 interfranges. Donc, en mesurant la règle, j'ai trouvé 4i égale 6,6 cm. Donc, i égale 1,65 cm. Alors, évidemment, il faut expliquer pourquoi on prend 4i pour avoir plus de précision dans la mesure, donc le plus d'interfranges possible. Et ne pas se tromper, ne pas prendre 5i ici parce qu'il y a 5 tâches, attention. Question 12, on vous demande d'estimer l'incertitude type sur cette mesure de l'interfrange détaillée de raisonnement. J'ai mesuré à la règle, l'incertitude sur ma mesure, elle correspond à la précision de ma règle, c'est-à-dire au millimètre près. Donc j'ai noté U de I égale 0,1 cm. Je me suis basé là-dessus. Si on regarde la mesure de distance de 0,60 mètres, donc ils ont eux utilisé une règle qui était précise au centimètre près. D'accord ? Donc une incertitude de 0,01 mètre. Donc j'ai fait la même chose avec ma règle précise au millimètre, donc 0,1 cm. Question 13. On déduire une estimation de la valeur de l'espacement B avec son incertitude. Alors,
il suffit de reprendre cette formule-là, qu'on a déterminée et montrée tout à l'heure, et si jamais vous n'avez pas réussi à la démontrer, comme elle vous est donnée, il faut l'utiliser. On va passer le b à la place du i, et on aura b égale lambda d sur i. On remplace les valeurs, on fait très attention aux unités, d'accord, puisque vous avez ici lambda qui est en nanomètres, donc 10 puissance moins 9, et donc on va trouver 23,6 micromètres. Pour le calcul de la précision, eh bien il faut utiliser celui-là. UB, ce sera égal à B, donc on va passer le B de l'autre côté, multiplié par la racine carrée de tout ça. On vous donne la formule, il suffit juste de remplacer. Donc U2D 001 sur 0,6 au carré, U2I, donc j'ai mis 0,1 cm avec I 1,65, 0,1 sur 1,65, U de lambda. Vous pouvez mettre 10 puissance moins 9 divisé par 650 10 moins 9, mais comme c'est un rapport et que les unités sont les mêmes, il faut juste que ce soit la même unité, vous pouvez juste écrire 10 sur 650, ça reviendra au même. Ça simplifie un peu le calcul que vous rentrez sur la calculatrice. Et donc on a à peu près U de B qui vaut 1 micromètre. Donc comment on écrit le résultat? Donc on garde toujours un chiffre significatif uniquement pour l'incertitude. Donc U de B vaut 1 micromètre. Et ici, comme l'incertitude elle se fait sur le 3, on ne va pas écrire le 6, donc on se dit que j'arrondis ceci, ça fait 24, donc 24 plus ou moins 1 micromètre. Discuter de la compatibilité de la mesure obtenue à la question 13 avec le tissage d'une zone soumise à faible contrainte. Sous des zones soumises à des faibles contraintes, on a un tissage avec un espace entre les fils de 25 micromètres. Et vous regardez qu'en tenant compte de notre incertitude, on est exactement sur cette valeur. Donc, question 14, c'est justifié. Ensuite, on réalise une seconde figure d'interférence avec une autre portion de la voile. La figure obtenue représentée dans le document 7 justifie que cette portion de voile est prévue pour supporter des contraintes plus fortes que celles étudiées précédemment. Quand les contraintes sont plus fortes, il faut que la valeur B soit plus petite, c'est-à-dire que le tissage est plus serré. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Vous pouvez refaire tous les calculs, maintenant c'est pas utile. Vous pouvez très bien, à mon sens, justifier. On voit que l'interfrange est beaucoup plus grand. Si on voit que l'interfrange est plus grand, ça veut dire que B doit être plus petit. Donc effectivement, on a un tissage qui va être plus serré, ce qui correspond à des contraintes plus fortes. On répond exactement à la question. On ne vous demande pas de justifier par des chiffres. Rien comme ça, pour moi, ça suffit largement. Maintenant, si vous voulez refaire des calculs, libre à vous, vous pouvez le faire aussi. Maintenant, on vous dit que B diminue ici. Donc pour moi, je pense que ma réponse suffit largement. On passe à l'exercice 2, exercice de chimie, contrôle d'un médicament avec la molécule d'ibuprofène. Alors, on vous demande la formule semi-développée de l'ibuprofène. Donc vous avez une figure topologique ici, où ne sont représentés ni les C ni les H qui sont accrochés au C. Donc, à vous de compter et de représenter. Quand vous avez ici une extrémité C1C, là, dès qu'il y a une rupture de pente C1C, à chaque fois, ici, même là, vous avez des carbones. Et ensuite, pour mettre les H et le nombre de H, il faut savoir que le carbone fait 4 liaisons. Donc si ici, ce carbone-là, par exemple, il fait 3 liaisons, donc ça veut dire qu'il lui restera une liaison pour un H. Donc ce sera un CH ici. Là, par contre, il y a une seule liaison sur ce carbone, donc ce sera un CH3. Ici, vous ferez attention, ce carbone-là a 1, 2, 3 liaisons, donc ce sera un CH ici. Là, il en a 4 que des C. Donc en faisant ça, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, on vous demande d'entourer le groupe caractéristique et de nommer la famille fonctionnelle associée. Donc le groupe caractéristique, le voilà. Attention à ne pas séparer, à ne pas entourer OH et CO. Il n'y a bien qu'un seul groupe ici. Donc c'est le groupe carboxyle. Maintenant, on ne vous demande pas de dire que c'est le groupe carboxyle, on vous demande juste de l'entourer. On vous demande de nommer la famille fonctionnelle associée. Donc la famille associée au groupe carboxyle, c'est un acide carboxylique. Donc on a ici une molécule qui est un acide carboxylique. Vous avez ensuite un spectre d'absorption IR de l'échantillon et vous avez toute la table de données. On vous demande de justifier que le spectre de l'échantillon peut correspondre à celui de l'ibuprofène. Donc en termes de groupe caractéristique, on va retrouver le CO de l'acide carboxylique avec une bande forte 1680-1710, donc qui correspond à celle-ci. Donc vous dites, on retrouve cette bande, etc.
Et on doit retrouver le OH de l'acide carboxylique, donc qui est une bande forte à moyenne large entre 2500 et 3200. Vous l'avez ici, de 2500 à 3200. Donc voilà, on peut dire qu'effectivement, le spectre pourrait convenir à celui de l'ibuprofène. On n'a pas là beaucoup d'informations en plus. On peut juste reconnaître le groupe caractéristique. Contrôle du dosage du comprimé. Représenter le montage légendé permettant d'effectuer ce titrage. Donc, on vous dit qu'on introduit l'ibuprofène dans une fiole, on en prélève 20 ml, qu'on ajoute dans une Erlen de 250, on ajoute 50 ml d'eau distillée. Ça, c'est juste pour diminuer les effets de dilution. Quand on va faire le titrage, cette valeur n'a pas d'importance, il faudra faire attention à ça. On ajoute un indicateur coloré, le rouge de crézol, et on procède au titrage par une solution d'hydroxyde de sodium Na+, plus HO-. Donc représenter le montage légendé, moi je vous en ai fait un très simple, mais perdez pas trop de temps sur les schémas. Donc vous pourrez bien indiquer, ici c'est un Erlenmeyer, que là on a un turbulent, là vous avez l'agitateur magnétique. N'oubliez pas que c'est une burette graduée. Ce qui est important, c'est de mettre ce qu'il y a dans la burette, donc la solution d'hydroxyde de soude. Vous indiquez la valeur de la concentration ou la formule de la concentration. Dans l'Erlenmeyer, donc ici c'est pas un Becher, c'est un Erlenmeyer, donc essayez de représenter quelque chose qui ressemble à un Erlenmeyer. On place les 20 ml de la solution d'ibuprofène plus le rouge de crézol. Bon, voilà, on est plutôt bien. Écrire la réaction support du titrage. Donc on utilise la notation RCOH pour désigner l'ibuprofène, vous n'avez pas tout à réécrire. Donc c'est RCOH, maintenant c'est un titrage acide-base, RCOH c'est un acide, donc il doit réagir avec une base, et dans la solution de soude, ce qui s'apparente à une base, c'est bien l'ion hydroxyde, HO-. Donc c'est RCOH plus HO-. Comme c'est une réaction d'acide-base, c'est bien RCOH qui va perdre son H+, pour le donner à HO- qui va l'accepter, la définition d'un acide et d'une base, et donc on va obtenir RCO-, un ion carboxylate, et de l'eau. Vous faites attention, c'est une flèche simple, puisqu'il s'agit d'un titrage, et dans un titrage, la réaction doit être totale, sinon ça ne sert à rien. Le pH attendu à l'équivalent des voisins de 8,1, la zone de virage du rouge de crézol est comprise entre 7,2 et 8,8. Alors, question 6, le rouge de crézol est un indicateur coloré, expliquez son rôle lors du titrage. C'est du cours, question de cours déguisée. Le rouge de crézol est un indicateur coloré. Un indicateur coloré, c'est une espèce acido-basique dont la forme acide a une couleur et la forme basique a une autre couleur. Discutez le choix de cet indicateur coloré. Eh bien, comme le pH de l'équivalence est de 8,1, il se situe en plein milieu de la zone de virage du rouge de crézol. Donc le rouge de crézol va exactement changer au bon pH, il va changer de couleur, donc cet indicateur coloré est tout à fait indiqué pour ce titrage. Alors, déterminer la valeur de la masse d'ibuprofène contenue dans le comprimé. Donc si on regarde ici l'équation de la réaction, vous voyez que les coefficients stoichiométriques sont 1, 1. Donc, par définition de l'équivalence, vous pouvez la citer. À l'équivalence, les réactifs ont été versés dans les proportions stoichiométriques. Donc on va avoir la quantité de matière de RCOH égale à la quantité de matière de HO-. On va regarder uniquement déjà ce qui se passe dans l'Erlenmeyer. Il faut bien le préciser. Donc NHO-, on vous donne la concentration, on vous donne le volume de B à l'équivalence, j'aurais dû mettre un petit B ici, 15,5 ml, vous faites votre calcul. Attention, ici on est en mol par litre, là on est en millilitres, donc ça sera 15,5 10-3. Donc si on nous donne une valeur de 3,875 10-4 mol. Pour l'instant, je n'ai pas arrondi. Ce que vous pouvez faire, c'est que là vous avez deux chiffres significatifs, ici vous en avez 3, vous arrondissez votre résultat, on va dire à 2, donc à 3,9 10-4, mais vous gardez en mémoire, vous gardez sur votre brouillon cette valeur, puisque c'est celle que vous allez utiliser dans les calculs. Alors, vous allez déterminer, ici vous faites attention, la quantité de RCOH, donc d'ibuprofène, dans l'Erlenmeyer. Et là, on vous le demande dans le comprimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le comprimé, on l'a dissous dans la fiole gelée de 100 ml, et on en a prélevé 20 ml. Alors, on a ajouté de l'eau 50 ml, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on a en fait dosé la quantité d'ibuprofène, on a trouvé la quantité d'ibuprofène dans 20 ml, c'est-à-dire que dans uniquement 1/5 de comprimé. Donc si on veut avoir la quantité de RCOH dans le comprimé, il va falloir multiplier la valeur précédente par 5. Et ensuite on vous demande la masse, donc vous n'oubliez pas de multiplier par la masse molaire qui vous est donnée ici bien évidemment, et on arrive à 399 mg. Alors, justifier que la valeur obtenue est compatible avec une erreur d'étiquetage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Donc on vous dit l'ibuprofène est commercialisé sous 3 formes, 100, 200, 400 mg. Donc effectivement, il s'agit, aux incertitudes de mesure et de manipulation près, d'un cachet de 400 mg. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle d'erreur d'étiquetage? Donc là, c'est là que vous allez remonter au tout début, ici, et qu'on vous dit on s'intéresse à un contrôle réalisé sur une boîte d'ibuprofène 200 mg. Donc effectivement, vous ne vous êtes pas trompé dans les calculs. Si vous avez trouvé la même chose que moi, c'est bien une erreur d'étiquetage. C'est pas un cachet de 200 mg, c'est bien un cachet de 400 mg. Ok, petit twist de dernière question. On passe à l'exercice 3. Santé alimentaire, ne pas abuser des nitrites. Donc on vous parle des nitrites dans une tranche de viande. On vous donne la dose journalière autorisée de 0,07 mg par kg de masse corporelle et on parle d'une personne de 70 kg. Donc on extrait les ions d'une tranche de viande complète et on les dose par spectrophotométrie. Alors, déterminant, justifiant la couleur de la solution ainsi obtenue. On vous donne ceci avec peut-être la chance d'avoir un sujet en couleur. Le maximum d'absorption est ici, aux alentours de 540 nanomètres. 540 nanomètres. Si on regarde 540 nanomètres, ça veut dire que la solution absorbe principalement dans le vert. Donc ça veut dire que sa couleur est opposée, et donc ça sera du violet, rouge, magenta. D'accord, voilà la couleur de la solution. Question 2, préciser en justifiant la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre pour réaliser les mesures d'absorbance. Eh bien, on va se régler à cette même longueur d'onde du maximum d'absorbance, puisque vous le savez, ensuite on va le voir, l'absorbance varie en fonction de la concentration, et donc c'est ce qui va nous donner le plus de latitude de variation de la valeur de l'absorbance en fonction de la concentration. Donc, ce qui nous permettra d'avoir des mesures plus précises. À vous de rédiger ça correctement. On fait donc une courbe d'étalonnage, 5 solutions étalons qui ont été préparées, etc., avec des concentrations là. Voilà la verrie qui vous est donnée. Ensuite, question 3, présenter la démarche expérimentale à mettre en œuvre pour préparer la solution étalon S1. Donc avoir préparé une solution de concentration 70-6 à partir d'une solution de concentration 3-10-3 mol. On calcule le facteur de dilution, c'est la concentration mère sur la concentration phi. D'accord, le facteur de dilution c'est un grand chiffre, donc on met toujours la plus grande valeur en haut. Concentration mère sur concentration phi, donc 3-10-3 sur 70-6, et on voit un facteur de dilution de 50. C'est aussi le facteur de dilution, le rapport entre le volume de la fiole sur le volume de la pipette. On met encore une fois le volume le plus grand en haut, donc le volume de la fiole jaugée sur le volume de la pipette. Maintenant, qu'est-ce qui dans la verrie ici, entre pipette et fiole jaugée, nous donne un écart de 50? Là, il faut une pipette jaugée de 5 ml avec une fiole jaugée de 250 pour avoir un facteur de dilution de 50. Évidemment, vous n'avez pas besoin du bécher, des éprouvettes graduées. Mettez votre démarche. On prélève 5 ml avec une pipette jaugée de la solution mère S0 que l'on verse dans une fiole jaugée de 250 ml et on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. On essuie le col de la fiole si vous voulez. Vous pouvez entrer dans tout le détail comme vous le savez faire. Vous de rédiger ça. Moi, je vous ai expliqué comment trouver le facteur de dilution. Si jamais vous avez un problème sur ces facteurs de dilution, comment faire une dilution, vous trouverez le lien vers une vidéo dans les descriptions de cette vidéo pour retravailler ça. Question 4. Justifier que les points obtenus sont compatibles avec la loi de Berlambert. Question facile. La loi de Berlambert nous dit que en dessous d'une certaine valeur d'absorbance, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Vous voyez qu'ici, si on relie les points, on obtient une droite, une fonction linéaire, une droite qui passe par l'origine, qui correspond bien à la loi de Berlambert qui nous dit que A est proportionnel à C. Déterminer la concentration en ion nitrite de la solution SJ. Moi, ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai tracé la droite moyenne, je me suis mis à environ 0,31 ici, et j'arrive à un peu plus de 210-6. D'accord, donc à vous de le faire, vous pouvez essayer de le faire plus précisément, de mesurer la valeur. Pour la suite, moi j'ai gardé 210-6 mol par litre. À vous de trouver la valeur un peu plus précise. Je pense qu'on n'aura pas de grosse différence à la fin du calcul. Alors, combien peut-on manger de tranches? Estimer la quantité de tranches de viande à salaison que la personne peut manger en respectant la dose journalière. On va déjà regarder dans une tranche. Donc, dans une tranche,
vous avez la concentration de la solution, c'est qu'on a pris, ça correspond à un volume de 50 ml. Donc toutes les nitrites de la tranche de viande sont dans une solution de 50 ml de concentration 210-6 mol. Donc on va trouver une quantité de matière de nitrite de 1,10-5. Vous calculez la masse correspondante, on vous donne la masse molaire ici. Puis on calcule la masse totale absorbable, on a une dose journalière ici autorisée qui est là, la masse de la personne, donc 4,9 mg. Et ensuite, vous avez la masse de nitrite dans une tranche, la masse maximale de nitrite, vous faites 4,9 mg sur 4,6-4, et vous allez trouver aux alentours de 10 tranches de viande maximale pour ne pas dépasser la dose de nitrite. Voilà, ce sujet est maintenant terminé, cette vidéo aussi. N'hésitez pas à commenter si vous avez encore des questions, à liker, vous abonner, et je vous souhaite de bonnes révisions.